Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Nous sommes à Bologne, le mercredi 23 juin 1858. Bologne, c'est une des principales villes des États pontificaux qui dépendent directement du pouvoir du souverain pontife. Et en cette fin de soirée de juin 58, une troupe d'agents de police entre dans le quartier juif de la ville. Et quand ils arrivent devant le 196 Via del Lame, une simple maison de marchand, ils frappent à la porte. Quand je dis ils frappent, de façon insistante, au bout de quelques secondes, c'est la bonne qui vient ouvrir la porte et la police demande à rencontrer le père de famille, le signor Mortara. La bonne explique que le père de famille est absent, que seule madame est là avec les 8 enfants et le chef de police demande à entrer avec 4 hommes et il veut parler avec cette dame, ce que la domestique ne peut pas refuser. Ils entrent dans le salon, ils précisent à madame Mortara qu'ils souhaitent rencontrer tous les enfants de la famille. Vous imaginez comme cette mère est interloquée, d'autant plus que les enfants sont couchés, mais le maréchal de police insiste et madame Mortara n'a pas tellement le choix. Il faut obéir, elle conduit les 5 hommes dans la pièce où les enfants sont couchés. On demande à ce moment-là à la mère de désigner du doigt lequel de ses enfants se trouve être Edgardo. Pas question pour elle de faire ça. C'est pas ce que ces policiers veulent à son fils de 6 ans. Seulement, ils insistent. Et à force, la mère désigne l'enfant. Et à ce moment-là, le commandant déclare « Signora Mortara, j'ai le regret de vous informer que vous êtes victime d'une trahison. J'ai reçu l'ordre d'emmener votre fils avec moi. » Cri d'effroi, la mère réveille tous les enfants, tout le monde pleure. Madame Mortara se jette entre son fils et les policiers, mais il est facile pour les 5 hommes de se rendre maître de cet enfant. Ils descendent avec lui les escaliers, il a beau crier, taper des pieds, et voilà, on quitte le domicile. Et on peut dire que cette nuit-là va être longue dans la famille Mortara. Et dès le lendemain matin, le père se rend au siège du cardinal légat de la ville pour comprendre ce qui vient de se passer. Il a bien l'intention de récupérer son fils. Alors il arrive dans le cabinet du cardinal qui le fait asseoir et lui explique la situation. Quelques jours plus tôt, une femme est venue lui dire au cardinal que 5 ans plus tôt, alors qu'elle était employée comme domestique dans le foyer Mortara, l'enfant Edgardo s'était trouvé extrêmement malade et qu'elle avait cru de son devoir de bonne chrétienne de lui faire donner discrètement le baptême, de peur que l'enfant ne meure sans avoir connu la foi catholique. Sauf que l'enfant n'était pas mort, que la bonne avait vécu avec le remords de voir cet enfant baptisé qui vivait dans une famille juive. Elle a gardé le secret pour elle de longues années, et puis là, une semaine avant les événements que je viens de vous raconter, elle est venue tout avouer. Le cardinal, à ce moment-là, a estimé qu'il était de son devoir de retirer ce jeune enfant pour qu'il reçoive une éducation conforme à son baptême. Franck Ferrand sur Radio Classique. On ne peut même pas imaginer la réaction de Salomon Mortara, le père d'Edgardo, quand il sort du siège du cardinal légat. Lui qui venait réclamer le retour de son fils comprend que tout ça est beaucoup plus compliqué que ça n'en avait l'air. Il sait qu'il va devoir lutter s'il a l'intention de voir son fils rentrer un jour dans la demeure familiale. Mais il n'a pas l'intention de baisser les bras, bien entendu, et désormais c'est une véritable bataille qui va s'installer entre les autorités politiques et la famille Mortara. Dans Pie IX et l'enfant juif, David Kertzer écrit: au cours des jours qui suivirent le départ d'Edgardo, la petite communauté juive de Bologne, dont beaucoup étaient d'une façon ou d'une autre apparentés à l'enfant, se mobilisa. Grâce à leur réseau, la nouvelle de ce qui venait d'arriver ne tarda pas à se propager dans toutes les communautés d'Italie. Grâce aux bouche à oreille, les Mortara apprirent qu'Edgardo avait été conduit jusqu'à Rome. Il était temps de demander de l'aide aux responsables du ghetto de Rome, non seulement parce qu'ils étaient géographiquement les plus proches de l'enfant, mais aussi parce qu'ils étaient les seuls juifs italiens qui avaient accès au pape. Parce que oui, désormais, il va falloir s'adresser pour régler cette affaire au pape en personne.
Et c'est vrai que le contexte de l'époque, le contexte politique et social, va plutôt aider la famille Mortara, parce que depuis plus d'une décennie, depuis les révolutions de 1848, vous savez, le printemps des peuples, les communautés juives d'Europe, grâce à ce printemps des peuples, ont réussi à établir entre elles des connexions. Elles sont plus soudées. Elles bénéficient aussi d'une libéralisation de la presse, qui est le grand moyen de communication de l'époque. Bref, dans toutes ces communautés, on va lever des fonds pour retrouver le petit Edgardo. Chaque communauté va tenter de faire pression sur son propre gouvernement pour qu'il agisse en faveur du retour de ce gamin dans son foyer. Et sans exagérer, on peut dire que bientôt, c'est une affaire qui devient nationale, internationale, pour ne pas dire même mondiale. Vous écoutez Radio Classique. Alors, le petit Edgardo Mortara est maintenant à Rome. Il vit loin de sa famille, installé à la maison des catéchumènes où se trouvent pas mal d'enfants. C'est là que désormais, il doit grandir selon le souhait de l'Église catholique, selon le souhait du pape Pie IX, qui d'ailleurs est bien conscient du désordre, le pape Pie IX. Il commence à faire beaucoup de bruit, cet enfant, et la papauté doit établir son point de vue. Il n'est pas question que le pape change de position. Un enfant qui a reçu le baptême ne peut pas grandir dans une famille de confession juive. Durant le mois d'août 58, Salomon, le père, arrive à Rome. Il a bien l'intention de rentrer à Bologne avec son fils, et il l'a dit à sa femme, il ne rentrera pas sans. D'ailleurs, il est assez optimiste quant à la réussite de son voyage, et lorsqu'il va rencontrer la communauté juive de Rome, il se rend compte que les choses ne sont pas si simples qu'il l'avait pensé. Les juifs de Rome n'ont pas les mêmes certitudes que lui, parce que ce qui arrive à Edgardo s'est déjà produit à plusieurs reprises, et jamais l'enfant, dans ce cas-là, n'a été rendu à la famille avant ses 17 ans. Le père Mortara en a des sueurs froides. Il demande une audience avec le secrétaire d'État, qui est le cardinal Giacomo Antonelli. Et il le supplie de retrouver son fils, sauf que le cardinal lui explique que le baptême est le plus grand sacrement du catholicisme et qu'il n'est pas question de revenir dessus. Et si les Mortara souhaitent récupérer Edgardo, le seul moyen, ce serait que toute la famille se baptise. Salomon demande à rencontrer son fils, ce que le cardinal accepte. Il lui assure que l'enfant est très heureux. Il est tout à fait bien dans cette maison des catéchumènes. Et quelques heures plus tard, on présente donc Edgardo à son père. Je cite de nouveau David Kertzer. Ce qui se produisit lors de cette rencontre et des suivantes demeure du domaine de la controverse. D'après Salomon et tous les comptes rendus publié dans la presse juive et libérale, Edgardo assura avec amour à son père que son souhait le plus ardent était de rentrer chez lui. Mais d'un autre côté, des informations insistantes de sources ecclésiastiques assuraient qu'Edgardo se trouvait très heureux au catéchumène, qu'il ne désirait rien de plus au monde qu'être catholique et qu'il ne voulait pas retourner chez ses parents juifs. Les deux parties sont en train d'affûter leurs armes, chacun défend la version qui l'arrange. Les journaux proches du pape disent que la conversion de l'enfant tient du miracle, les journaux libéraux continuent de dire que cet enfant a été enlevé et qu'il a l'intention de quitter Rome. Pie IX va plusieurs fois se rendre lui-même à la maison des catéchumènes pour rencontrer Edgardo. Le pape précise à l'enfant que désormais il est son père. Et lorsque Salomon rentre à Bologne, inutile de vous dire qu'il a beaucoup moins d'espoir. Là, il est même assez désespéré. Il souhaite faire davantage pression sur les autorités pour retrouver son fils. N'oubliez pas le contexte, encore une fois, on est dans ces années 1850-60, au moment de la création de l'unification italienne, qui est en cours, en partie contre les États pontificaux, d'ailleurs contre le pape. Inutile de vous dire l'impact que peut avoir une affaire comme l'affaire Mortara. Le premier soutien vient de France, en la personne de l'empereur Napoléon III en personne. Ça, c'est un soutien de poids, puisque Napoléon III a des troupes qui aident le pape à maintenir les États pontificaux. Donc sa parole est extrêmement importante au Vatican. Or,
l'empereur des Français a demandé à son ambassadeur à Rome de parlementer avec le pape pour que l'enfant soit rendu à ses parents. Autre pression qui n'est pas négligeable non plus, celle de la banque Rothschild, qui a prêté énormément d'argent à la papauté, qui donc dispose d'un fort levier auprès du Saint-Siège, et plusieurs agents de la banque viennent voir les ministres des États pontificaux pour leur demander instamment de rendre Edgardo à ses parents. Sauf que pour le pape, quel que soit l'avis de l'empereur Napoléon III ou de la banque Rothschild, c'est un refus catégorique. Le pape Pie IX ne changera pas de position. La pression devient forte, ce qui fait que le pape va devoir s'adresser au monde entier pour calmer les esprits. En octobre 58, il va partager un texte à tous les cardinaux, qui ensuite sera diffusé dans les journaux, pour expliquer la position de l'Église sur l'affaire Mortara. Ce document doit permettre au clergé d'être en position de parler quand cela s'imposerait, en pleine possession des informations nécessaires pour corriger les idées que d'autres peuvent avoir sur une affaire au sujet de laquelle ceux qui ont l'habitude de saisir toute occasion de cultiver la haine du Saint-Siège ont déclenché un tapage si nocif et déplaisant, dit dans sa phraséologie habituelle le Vatican. Le document réaffirme sa reconnaissance du baptême d'Edgardo. L'Église reconnaît comme valide ce baptême, prend le contrôle de son nouveau fils et ne néglige aucun moyen, aucune intention pour écarter l'enfant de ses parents infidèles, pour le nourrir et l'élever dans la grâce de Jésus-Christ. Vous voyez que les choses sont claires à cette époque. Et c'est ainsi que les mois, les années passent. Edgardo va être élevé à Rome dans la foi catholique, avec, à travers le monde, des rassemblements qui ne cessent de se multiplier. À Paris, à Londres, à Berlin, à New York. L'image des États pontificaux est en train de se dégrader. Je cite de nouveau David Kertzer. Personne n'était en meilleure position de tirer un profit politique de l'affaire Mortara que le comte Cavour, Premier ministre et cerveau du projet d'unification de l'Italie par l'annexion des terres au royaume de Victor Emmanuel III. Cavour vit en l'histoire des Mortara le moyen parfait de démontrer la nature anachronique des États pontificaux. Cette affaire pouvait être utilisée pour saper le soutien au pouvoir temporel du pape parmi les catholiques, du moins parmi ceux qui avaient été affectés par les vents de la modernité et les discours sur l'égalité, et pour stimuler le sentiment anticlérical des protestants de toute l'Europe. Désormais, les parents Mortara vont attendre pour revoir leur fils un événement très important qui ne saurait trop tarder. Franck Ferrand sur Radio Classique. Alors les années passent, cette affaire Mortara continue à faire parler d'elle, des chansons populaires vont être consacrées à l'affaire, des pièces de théâtre aussi, toutes ces œuvres deviennent en quelque sorte des hymnes à l'unification italienne. Le but, c'est d'utiliser cette affaire pour dégrader la figure, l'image du pape. Et peu à peu, les États pontificaux se voient grignotés par ce processus à l'œuvre qu'est l'unité italienne. En 1869, le pape Pie IX n'a plus pour lui que la ville de Rome. Et quand je vous dis 69, puisque l'affaire a commencé en 58, ça veut dire que ça fait 11 ans qu'Edgardo vit à Rome. Il va demander au pape à entrer au séminaire pour consacrer sa vie à l'Église. Il a à ce moment-là 17 ans et le pape accepte sa demande, évidemment. Voici ce qu'il lui écrit. Tu m'es très cher, mon petit garçon, car je t'ai acquis à un dur prix pour Jésus-Christ, c'est un fait. J'ai payé fort, cher ta rançon. Ton cas a déchaîné une tempête mondiale contre le Saint-Siège et contre moi-même. Les gouvernements et les peuples, les dirigeants de ce monde, comme les journalistes qui sont les vrais puissants de notre temps, m'ont déclaré la guerre. Les monarques eux-mêmes ont décidé de me combattre et leurs ambassadeurs m'ont abreuvé de notes diplomatiques et tout cela à cause de toi. C'est vrai que pendant toutes ces années, malgré ça, le pape s'est occupé d'Edgardo. Il lui a offert des cadeaux à Noël, il lui a donné chaque mois une petite somme pour ses dépenses personnelles. Et Edgardo racontera plus tard que le pape, je le cite, me gratifiait toujours des démonstrations d'affection les plus paternelles, m'apprenait des choses sages et utiles, et tout en m'offrant tendrement sa bénédiction, me répétait souvent que je lui avais valu beaucoup de souffrances et de larmes. À 17 ans, donc, Edgardo entre
au séminaire. Certains auraient pensé qu'il allait en profiter pour rentrer dans sa famille. Non, c'est pas ce qui se passe. On le voit maintenant avec sa tenue ecclésiastique. Il se tient droit, silhouette fine, cheveux foncés et courts. On le voit dans la basilique San Pietro in Vincoli qui vient se préparer à devenir prêtre. Franck Ferrand sur Radio Classique. Ça fait 1 an qu'Edgardo est au séminaire lorsqu'arrive la date du 20 septembre 1870. Vous savez que Napoléon III, quelques jours plus tôt, s'est effondré, enfin son armée s'est effondrée à Sedan et son régime avec lui. Le départ des armées françaises a fait de Rome une ville quasiment sans défense du point de vue du pape. Et à 6 heures du matin, les troupes de Victor Emmanuel ont ouvert une brèche dans l'enceinte de la ville et alors que les troupes royales se dispersaient un peu partout, un petit groupe de soldats a filé en direction de la fameuse basilique San Pietro in Vincoli. À la tête de ce groupe, Riccardo Mortara. Qui est ce Riccardo Mortara ? Vous l'avez compris, c'est un des frères d'Edgardo, son grand frère. Il arrive devant le séminaire de la basilique maintenant. Et le voilà qui tambourine à la porte et qui, puisqu'on ne répond pas, va fracasser la porte. Et il monte les escaliers jusqu'à l'étage des chambres. Et là, là a lieu la rencontre entre 2 frères qui ne se sont pas vus depuis 12 années. Edgardo n'a pas tout de suite compris ce qui était en train de se passer. Il va mettre du temps à comprendre. Il regarde l'homme qui est là en face de lui et qui lui propose de rentrer. Il faut que tu rentres à la maison, Edgardo. Mais oui. Il s'assoit sur son lit, Edgardo, et il dit que désormais, c'est ici chez lui. Sa maison, maintenant, c'est ce séminaire, à Rome. Et alors que son frère entre plus avant dans toutes sortes d'arguments, il veut lui expliquer, Edgardo lui lâche « Arrière, Satan !» Mais Edgardo, je suis ton frère !» Sauf qu'il ne veut rien savoir et qu'il demande une dernière fois à ce militaire de quitter les lieux, de le laisser vivre en paix sa vocation. Riccardo est complètement sonné. Il pensait accomplir enfin, au bout de 12 années, le rêve de sa famille. Et voilà que tous ces combats, tous ces engagements, tout ce travail accompli par tant de communautés aboutit à ça. Quelques jours plus tard, c'est le nouveau préfet de police de Rome qui vient voir Edgardo et qui lui demande de retourner dans sa famille pour satisfaire l'opinion publique italienne qui n'attend que ça depuis des années. Sauf qu'Edgardo ne veut rien entendre, lui souhaite rester ici, au séminaire, et entrer dans la prêtrise. Quand même, pour sa sécurité, il était préférable de lui faire quitter la ville éternelle. Alors, on a fait le choix de l'emmener terminer ses études du séminaire dans un couvent du sud de l'Autriche. Et après 3 années, où il s'est fait extrêmement discret, on est donc arrivé là en 1873, Edgardo Mortara est ordonné prêtre. Et l'année suivante, c'est à Poitiers qu'il va être envoyé pour sa première cure, sa première prédication. Il rencontre plusieurs fois sa mère, il l'assistera pendant ses dernières heures en 1881. Vous voyez à quel point les choses ont complètement basculé. C'est une histoire assez invraisemblable. Edgardo mènera une vie discrète, multipliant les missions sur tous les continents. Il va être extrêmement actif, c'est un prêtre exemplaire. En 1906, il demande à se retirer en l'abbaye de Bouet, pas très loin de Liège, et c'est là qu'il mourra à l'âge de 88 ans, le 11 mars 1940. Vous écoutez Radio Classique.